Nous sommes le 28 février 2020, vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des cannes à sucristes, épisode 6, en direct de Wuhan. Non, attends. Et bienvenue pour cet épisode 6 qui s'est fait un petit peu attendre. On est parti en vacances, on est allé au ski, on a goûté plein de rhum. On a un peu travaillé aussi pour les projets de l'association, mine de rien, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, on va en parler. Oula. Bon, on est dans un lieu un peu particulier. Ouais, je pense qu'on va être obligé d'achever les malades avant de mourir à notre tour. J'accueille Alexandre. Salut Nolin. Salut Alexandre. Nous avons Xavier qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Xavier? Xavier est décédé du corona. Ah. Xavier. Xavier peut-être. Xavier, est-ce que tu nous entends? Bon, il est peut-être allé dans la salle à côté. Il y a des messieurs qui sont allés le prendre. Alors, ce que ça donne. Allô? Est-ce que oui. Nous avons Clément. Salut Clément. Salut. En fait, on n'entendait que les gens tousser, c'était terrible. C'est le problème de la quarantaine, hein. Ouais, c'est un peu sueux particulier. J'espère qu'on va pas nous retenir des années. Et on est donc avec Valentine. Salut Valentine, vous avez entendu la voix de Valentine. Salut à tous. Valentine, tu es, je crois, la première voix féminine qu'on accueille ici. C'est vrai. Au bout de 6 numéros, ce qui est un petit scandale. C'est vrai. C'est un petit peu un scandale. Je ne serais pas content. On va essayer de rééquilibrer tout ça. C'est un bon début. Et alors que l'assaut a quand même beaucoup de filles. Ouais. Enfin, beaucoup de filles. On a toujours pas récupéré Xavier du coup. Xavier? Si, je suis là, j'ai des petits problèmes à la douane, je suis venu avec un petit jeu Pandémie, ils m'ont dit il y a quoi dans la boîte, j'ai dit des virus, ils ont gardé le jeu. Bon, ils nous ont mis dans une espèce de boîte en fer là. C'est comme un amoncellement de. On était juste venu boire du rhum chinois. On n'en trouve pas trop d'ailleurs. Hein. C'est petit conseil si vous. Puis vu qu'on a pris du rhum japonais, ils nous ont tout de suite balancé au mitard. Et là, je comprends pas du tout. On nous a mis dans une espèce de montagne de containers là. On est entre nous, ça va, c'est déjà ça de gagner. Puis t'as ton jeu, la pandémie, ça nous permet de passer un peu le temps. Aujourd'hui, on est tous ensemble pour un sommaire, un menu plutôt alléchant. On va faire un petit point route du rhum comme d'habitude. Ensuite, on parlera d'un jeu important quand même, je pense, pour cette décennie, donc Terraforming Mars. C'est pour ça que Clément et Valentine nous ont rejoints en tant qu'experts spécialistes du jeu. Ensuite, on aura... C'était pas des correspondants intergalactiques? Attends, on a perdu en grade, là. Vous faites partie des correspondants intergalactiques. On aura peut-être une deuxième partie spéciale si j'arrive à l'enregistrer, mais c'est un petit peu compliqué avec notre correspondant spécialiste. Et j'en reparlerai quand ça sera sûr du astrophysicien. Mais c'est compliqué à mettre en place. Et on aura ensuite donc une petite rubrique avec un one game un peu particulier. Vous verrez tout à l'heure. Donc on va commencer gentiment par le point route du rhum. Oui, un peu inquiétant, hein. On est tous en train de tousser. Xavier, le point route du rhum, c'est à toi. Oui, Benjamin. Eh bien, je crois qu'on peut dire que officiellement, on n'a pas encore envoyé les chèques pour réserver le gîte, mais j'en occupe ce week-end. On a arrêté les préinscriptions pour l'instant. Avant d'ajouter d'autres inscriptions, on va faire le bilan, on va attendre les premiers paiements. Calmement. Globalement, pour l'instant, des 23 adultes, 3 enfants. On a le gîte a priori, il est même un petit peu moins cher que ce qui était prévu, donc c'est cool, ça fera sûrement des petits trucs en plus comme de la bière, on verra bien, mais c'est engagé. J'attends encore les premiers paiements, personne n'a réglé pour le moment. Alors, de la bière on a laissé ou des chaussons. Voilà, on a laissé un peu jusqu'à mars pour que les salaires aient le temps de tomber, parce que c'est une petite somme quand même, et voilà, c'est bien lancé.
jusqu'à Bien mars. ou des Est-ce que c'est chaussons, une coïncidence? Je ne crois pas. Non. Tout est très réfléchi, très préparé. Ouais, de toute façon, là, on entre sur Mars. On était obligé de faire une émission sur Terraforming. Donc, Exact. on rappelle, c'est le week-end du 1er mai. C'est ça, ouais. C'est le C'est week-end un du 1er peu- mai. A priori, on pense que ce sera dès le jeudi soir, mais ça demande encore d'être validé. C'est ça, Benjamin? En fait, on a normalement la MFR à partir de 18h le jeudi soir. Donc, on précisera si les gens, à quelle heure les gens peuvent arriver, etc. Il faut qu'on prenne Voilà, possession le des temps qu'on lieux. arrive, qu'on décharge la bouffe, qu'on branche les fûts et qu'on se prépare. Et voilà, dans la foulée, les gens pourront arriver, je pense. Ouais, je pense, ouais. Donc ça, on vous le confirmera, je pense, dans la foulée. Donc c'est un gros week-end, hein. C'est du jeudi soir au dimanche. Pareil, donc je pense que ça, on quittera les lieux. C'est pareil, on fera le ménage le dimanche et on quittera les lieux comme on avait fait à la Croix-en-Touraine. Donc c'est une MFR un peu comme à la Croix-en-Touraine, dans une organisation un peu plus ramassée, peut-être plus fonctionnelle, avec 3 salles de jeu distinctes. Donc une petite et une moyenne et une grande qui fait partie du réfectoire où on déjeunera. Puis les chambres sont dans le même bâtiment. C'est juste à l'étage. Ouais. Donc avec tout est un peu plus ramassé. Il y a plus de kilomètres de couloir. Donc ça sera, plus personne pourra se perdre parce que je crois qu'on a perdu une personne à la Croix-en-Touraine. Rester là-bas. Ouais. Contre le placard. On a le droit à 5% de perte. On était dedans, mais donc là normalement on aura 0%. Ouais, il est probable qu'on arrive jusqu'au 30 parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on est 23 adultes. Pour l'instant, les enfants, tant qu'ils sont pas trop nombreux, on les compte pas trop. À mon avis, là, je vois quand je regarde la liste d'attente, il y a encore des gens en attente de réponse. Je pense qu'on va approcher les 30 ans. Saint-Philbert de Grandlieu également, donc c'est du côté de Nantes, c'est au sud de Nantes. On a beaucoup de Nantais dans l'association, donc on restera sur l'axe Tours-Nantes, je pense. Peut-être qu'on aura une petite infidélité, on verra, mais Xavier, on cherche aussi une MFR pour la fin d'année du côté de Tours. Tout à Est-ce qu'on peut fait. dire que vous êtes sur la plaque tournante? C'est ça, en quelque sorte. Putain, j'ai mis la perche, je me dis putain, personne la France. Effectivement. Magnifique. Sachant que le max, on l'avait vu, Benjamin et Xavier, c'était 35, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est 35 personnes. À Couchage. il me semblait qu'on avait dit 30, mais On a 35 couchages, on a dit qu'on essayait de tourner à 30 personnes. Ouais. Donc 30. 30 invités, voilà. Pour les Globalement, prix, c'est on va tourner autour de la sorti, même chose. on avait sondé les gens, globalement à 30, la plupart des personnes trouvaient que c'était le bon nombre, qu'ils n'avaient pas cherché à trop recruter. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, manifestez-vous si vous êtes contre cet avis, que vous voulez recruter, faites-le savoir. Mais je pense à mon chiffre. Même en termes de logistique, dès qu'on passe un chiffre, ça complique tout beaucoup Oui, plus. t'as raison. Ouais, là on reste un peu sur la même formule, on verra, peut-être qu'on fera grossir d'un coup, je ne sais pas. Mais il faut trouver des lieux adaptés et sans faire péter le montant. Là on est toujours sur le même budget, très très ramassé. Je trouve ça intéressant quand même. Exact. Et puis pour novembre, effectivement, on a déjà commencé à démarcher d'autres MFR, dont une qui est surtout encore plus près de chez moi que l'autre. En termes de logistique, ça peut être bien. Il me reste à aller la visiter pour la valider en fait. A priori, elle est disponible pour novembre sans souci. À voir. Bon, ça serait pas mal qu'on ait effectivement les choses avant l'été. On pourra partir en vacances encore plus loin si on nous laisse partir. On est parti Donc, pour donc encore sur le 1er ou le 11, hein, c'est ça, Xavier? Ouais, c'est ça. Bon, en fait, on n'a pas encore étudié les dates, c'est encore un petit peu loin. Globalement, tant qu'on n'a pas de gîte sûr, on monte pas de plan. En fait, on attend qu'il y ait du concret avant d'aller plus loin. Ça évite de se disperser. Voilà, je pense qu'on a fait. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur la route du Rhum de mai? Ça va aller vite, donc on communiquera assez rapidement dessus. On va se mettre à la nourriture, au bonus, au truc, à la bière. Ça va être sympa. C'est bon pour toi, Xavier? Ouais, c'est bon pour moi. Eh ben, on peut partir sur le gras du menu. Donc Terraforming Mars. Nos meilleurs scientifiques ont débarqué sur la planète Mars. Nous pensons qu'il y a de grandes chances pour que ce soit de l'eau. Faites-moi 6. Dis-le, nous prévoyons que demain matin, vous aurez le feu vert. Oui! Mise à feu. En route pour Mars. L'univers est un réseau. Je refuse de te perdre! Un réseau où la vie recherche la vie. Mission to Mars. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Voilà. J'ai toujours aimé Mars Attack.
va avoir chier de la science. On va en chier de la science. Je crois que c'est dans ce jeu, c'est un peu ça. C'est effectivement ce qu'on fait. Ah, il y avait un petit peu de reste, je vous le mets. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets. Je rappelle. Toujours dans les téléfilms. Ouais. Petit téléfilm TF1 du dimanche soir. Alors Mission to Mars, c'est pas du tout un petit téléfilm. Je sais. Ça reste assez mortel, je trouve. J'aime beaucoup ce film, c'est très con. Je vous le conseille. Ainsi que Ghost of Mars, si vous n'avez pas vu. Je n'ai pas vu. J'aurais dû faire une capsule Mars d'ailleurs, au niveau film, il y a de quoi faire. Bah d'ailleurs, je vais la faire tout de suite. Il semble que Télérama aime aussi beaucoup ce film. Hein. Ghost of Mars. Ah non, Mission to Mars. Oh, Mission to Mars, je crois que c'est pareil de Palma, non ? Je sais pas, c'est Brian De Palma, je crois, Mission to Mars, et ça part dans un espèce de truc un peu religieux, un peu foireux à la fin, et c'est assez à mourir de rire. J'aime bien l'ambiance en fait. C'est un peu. Je crois qu'il y a une chanson cachée de Bruno Mars. Hein. Et je crois qu'il mange aussi des friandises à base de caramel. Des Raiders. Et de praline. Non, pas du tout. Raiders, c'est Twix. C'est Twix. On voit que t'es. qui a l'air d'être Daniel Morricone. Et du coup, Ghost of Mars, qui est un des derniers Carpenter, que je vous conseille si vous aimez John Carpenter et que vous aimez les séries B, voire Z, parce que c'est pas un grand John Carpenter, loin de là. Par contre, il y a du heavy metal tout le long et il y a des espèces de mecs déguisés en Kiss qui lancent des disques en métal qui coupent les membres directement. C'est arrivé, tu fais un peu comme Hélène et les garçons. En fait, ça fait penser un peu à Doom, mais avec le film Doom, un peu dans le genre, mais quand même avec Hélène quelques et les idées de mise en garçons scène. X Doom. Ouais. Et sans... Le crossover de l'enfer. Ah non, c'est Mais je vous conseille presque, hein. C'est vraiment. Moi j'aime beaucoup. Tout est dans le presque. Et puis Seul sur Mars, je pense, le Ridley Scott, qui était vraiment pas mal, je trouve. Sans parler de Total Recall. Oui, sans doute quand même le meilleur film des trois. Wilson X Mission to Mars, finalement. Ouais, le meilleur des trois, ça dépend de ce que tu veux faire. Hein. Si c'est une soirée entre potes, je pense qu'il vaut mieux un bon Ghost of Mars. C'est possible. Enfin là, on n'est pas là pour parler film, même si c'est déjà fait. On va vous parler du jeu de plateau Terraforming Mars. Du coup, Terraforming Mars qui est sorti en 2016, mine de rien, aux États-Unis, qui est un peu sorti de nulle part, d'un auteur qui avait pas fait grand-chose, donc Jacob Frixelius. Je sais pas, donc on va commencer par un petit peu le son de cloche. Les premières fois on a entendu parler du jeu, où on a eu envie de se pencher sur ce jeu. Donc je sais pas qui veut parler de son expérience. Moi je vais bien en parler, ça va être rapide. Moi j'ai cherché un nouveau jeu et j'avais à l'époque j'allais encore sur le forum Trick Track pour voir les tendances, les jeux du moment, etc. Et j'ai tout de suite été happé par le thème du jeu. Qui m'a parlé immédiatement et j'avais rarement vu, on voit rarement des critiques aussi positives en aussi grand nombre sur un jeu comme c'était le cas pour Terraforming Mars. Et ce qui a terminé de me séduire, c'est qu'on peut y jouer à 5 et c'est un format de jeu que je cherchais beaucoup parce qu'on se retrouve souvent dans ce cas de figure où on est 4, on est 5 plutôt. Et il y a plein de jeux qui sont exclus d'office. Qui se jouent qu'à 4. Qui se jouent qu'à 4, exactement. Ouais. Sur des gros jeux stratégiques qui se jouent qu'à 4, c'est un grand classique, effectivement. Ouais. Et alors, je dirais même plus, d'ailleurs, Xavier, que c'est un jeu qui se joue bien à 5. Parce que tu as des jeux qui se jouent à 5 et qui sont quand même calibrés pour 4. Et Terraforming Mars, c'est un jeu qui se joue très bien à 5. Ouais, tout à fait. Comme tous les jeux, plus on est nombreux, plus ça rallonge le jeu, à part Seven Wonders. Mais moi, je prends toujours plaisir aujourd'hui, même à 5, effectivement, à faire une partie de Terraforming Mars, même si ça dure un petit peu. Mais d'autant que c'est pas tout à fait vrai pour Terraforming Mars, étant donné qu'à 5, mécaniquement, les niveaux de terraformation montent plus vite qu'à 2. C'est vrai, ouais. Finalement... C'est toujours le temps c'est toujours pareil, ça dépend aussi avec qui tu joues, les temps d'attente. Il y a des joueurs qui ont besoin de se poser pour réfléchir à leur tour. Il y a des joueurs qui savent tout de suite quoi faire. Il y a des joueurs qui sont des pros de l'optimisation d'action qui vont vraiment répéter énormément. Ne stigmatise pas les slow players. Non. Non, il faut juste avoir un peu à manger à côté et ça se passe bien. Ou à boire. C'est ça. Ou à boire. Surtout. J'avoue, c'est un peu mon défaut, mais comme dans un film où quand j'attends trop longtemps mon tour, moi c'est le genre de truc qui peut me faire décrocher, tu vois. Mais oui, on faut être tolérant. Je suis d'accord. Moi, Puis les tours se passent relativement vite quand même. Avec le fait que tu n'aies que 2 actions par tour, c'est quand même
Ce qui permet de patienter, c'est que normalement, c'est le genre de jeu qui te laisse le temps de cogiter entre chaque tour, quoi. Donc, moi, je sais que quand les autres jouent, je regarde ce qu'ils font, évidemment, mais je réfléchis vraiment à comment je vais poser mon tour après. Ce qu'ils vont faire, à part les effets sur les échelles de terraformation, on va y revenir plus la carte, en fait, où tu vas poser tes villes. Ce que tu vas faire, en fait, va pas forcément être chamboulé par le tour des autres. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est le côté aussi où il y a quand même moins d'interaction que dans beaucoup de jeux. Donc, moi, je l'ai plutôt, en fait, je l'ai vu, c'est la première fois, je crois, que je regardais un peu ce qui se passait aux États-Unis ou ce qui se passait dans les festivals avant, en me disant dans 2 ans ça sort en France, qu'est-ce qui va sortir dans 2 ans qui va cartonner, et Terraforming il a été premier sur Board Game Geek pendant des mois et des mois, et en plus effectivement les visuels, le thème, si on aime un peu la science-fiction, c'est très excitant, et il est arrivé en France très tardivement parce qu'on l'a eu qu'au 2e trimestre 2017, et il a été, je crois, épuisé très vite. Xavier, toi tu as eu une copie assez rapidement quand il est sorti. Je l'ai eu dès qu'il est sorti, ouais. Et je crois que dans la foulée, il a eu un trick-track, un trick-track d'or, un truc comme ça. Hein. Il a eu trick-track d'argent en fait en 2017. Et puis il a eu trick-track d'or après, non ? Non, il a eu trick-track d'argent parce qu'en fait c'est l'année, c'était la dernière année où c'était les jeux de la sortie. Maintenant c'est très différent. Maintenant il y a des éliminatoires avec des jeux random, mais c'était une des dernières années où c'était un vote en ligne sur les jeux sortis dans l'année. Parce que dans mes souvenirs, et moi c'est comme ça que j'ai connu, énorme, j'ai connu de deux manières, énorme plébiscite sur Trick Track, effectivement, de Terraforming, avec des die-hard fans vraiment, mais beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup. Et les premières parties que j'ai fait, justement chez toi, Benjamin, on s'est quand même, alors je me suis fait laver bien sûr, mais je pense que je me suis fait laver, mais ça reste un jeu qui est quand même compréhensible et que tu peux réussir sur une première partie. Ouais. Alors bon, là en l'occurrence on était face à un Gaëtan qui avait un combo de la mort, qu'on voyait des trucs dans l'espace et qui rapportait énormément d'argent, et il a foutu 10 ou 20 points à tout le monde, mais sinon un jeu qui est assez simple d'accès malgré sa grande complexité quand même. C'était une grosse promotion parce que moi je l'ai repéré en même temps que Great Western Trail, et on a tous hésité au moment de la sortie de ce jeu entre lui et Terraforming, et finalement Terraforming a survécu. Oui. Moi j'avais hésité entre les deux. Ce que tu dis c'est très vrai, je voulais soit l'un soit l'autre, et ce qui a emporté mon choix c'est le nombre de joueurs, tout justement. Et puis même pour être très honnête après pardon, Valentine et je disais qu'il se joue très bien en fait à 2, 3, 4 ou 5. Et puis, je l'ai essayé en solo, et pour le coup en solo c'est un peu moyen. Vaut mieux jouer à la version Steam en solo, parce que du coup t'as des IA en face de toi. Moi j'ai la version Steam, donc la version sur ordinateur, et du coup tu mets des IA, et c'est vrai que c'est mieux que la version solo, je trouve. C'est autre chose. Voilà, il y a quand même la version solo est particulière, mais 2, 3, 4 ou 5 joueurs, c'est hyper agréable comme jeu. Et effectivement, ça fait partie des choses qui nous ont plu dans le choix du jeu. Nous, on l'a vu sur un week-end de jeu avec d'autres gens. Et on n'y a pas joué cette fois-là, mais on a vu qu'il y avait bien une hype. C'était au mois de janvier 2018. Il y avait une hype sur ce jeu-là, et on n'a pas eu l'occasion de l'essayer dans le week-end, mais on s'était dit on l'essaiera plus tard. Et effectivement, on s'est fait plusieurs deux soirées, je pense, de barres de jeu où on a essayé le jeu d'abord à 2 et puis à 3. Et en fait, une fois tout bourré, on a dit « Oh, on le prend !» Comme ça, un peu. sans avoir trop lu. Enfin, Clément avait peut-être lu un peu plus que moi sur... Alors, je voudrais corriger un truc quand même. Il a eu un As d'or 2018. Hein. Alors, il a eu le trick-track d'argent derrière 7e continent. Il a eu le diamant d'argent 2017, le trick-track d'or 2017. Il a eu l'As d'or 2018 devant Great Western Trail et Horror Arkham, jeu de cartes, jeu de cartes dont on a parlé très sur bon le jeu spécial. Aussi, non, mais c'était une grosse promo. Et ensuite, il a eu un trick-track d'or en 2017. Alors, le Kennerspiel commence à péter un câble à ce moment-là, parce que donc c'est le Spiel des Jahres de Essen, où il est nommé, mais il n'a pas gagné. C'est Exit the Game, qui est un jeu d'escape game, et qui est 10 fois moins bien que l'autre d'ailleurs, en passant. C'est très étonnant, et devant Pillard de la mer du Nord, qui est un jeu typiquement allemand, donc les Allemands sur cette année-là ont quand même pas eu le nez très creux.
Non, et puis d'ailleurs, on parlait de Great Western Trail. J'aime beaucoup Great Western Trail, mais en termes d'originalité, de rejouabilité et de fun, je pense, et aussi parce que je suis peut-être plus attiré par le thème, faut être très honnête, je préfère quand même. Je trouve que Terraforming Mars aura plus de chances de durer que Great Western Trail. Ce qui ne m'empêche pas de jouer avec plaisir dans Great Western Trail, mais pour moi, on est quand même sur un palier au-dessus. Je pense qu'on est sur un truc plus universel. Ouais. C'est tout le monde. Moi, j'avais pas joué à Terra depuis quelques mois. J'ai fait une partie il y a une semaine de ça avec un grand plaisir. Je referai encore prochainement avec plaisir, tu vois. En vrai, le jeu est très profond. On peut évoquer nous, le système, on a beaucoup joué à deux avec Valentine. Voilà. Clément, est-ce qu'on évoque le système de jeu ? Ah, oui. Alors le système de jeu, c'est un jeu. J'ai un petit écho, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Un jeu coopératif et compétitif, plutôt compétitif que coopératif, mais coopératif dans le sens où chaque joueur incarne une corporation qui va œuvrer à la terraformation de Mars. Donc la terraformation de Mars est commune, il y a 3 échelles communes que chaque joueur va faire monter, mais à la fin c'est bien le score de chacun qui va déterminer qui gagne et qui ne gagne pas. C'est ça, je dirais que c'est un jeu compétitif, mais le timing lui est coopératif. C'est quand l'ensemble des joueurs auront atteint les objectifs à fond que le jeu va s'arrêter. C'est la semi-coop finalement. C'est la semi-coop, c'est qu'on bosse tous sur le même truc, mais en même temps, on agit tous sur le même palier, mais on veut pas, on n'a pas forcément les mêmes envies que ce palier commun évolue, quoi. Mais après, par rapport à certains jeux où il y a des oppositions plus directes, c'est quand même un jeu qui est assez agréable pour les gens qui aiment pas l'opposition trop franche. C'est-à-dire que c'est pas un wargame où on va détruire le territoire de l'autre et où il va avoir envie de pleurer entre ses tours. Non, pas du tout. Ouais. Voilà, l'opposition, c'est plutôt une compétition où on va être parallèle sans jamais trop persécuter les autres joueurs, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. Et tout le monde a quand même intérêt à travailler sur les échelles de terraformation, puisque ça rapporte quand même des points de victoire et c'est pas négligeable. En plus, ça fait du revenu. Enfin, on est tous obligés d'y travailler quand même dessus. En fait, on gagne des points de victoire comment ? En posant des tuiles. Donc il y a des trucs d'opportunisme et un peu de programmation pour prévoir, pour avoir les ressources pour poser ces tuiles sur le plateau. Et là, il y a beaucoup d'opportunisme sur le plateau. Il y a la majorité sur des récompenses ou des objectifs qu'on va venir donc on va venir développer notre jeu pour être les premiers à vraiment à mettre nos petits jetons sur le premier qui a eu 10 machins ou 5 enfin qui est le plus producteur de telle ressource. Donc là un petit peu de opportunisme mais aussi avec un peu de programmation sur la majorité, et on a un moteur de développement de points de victoire avec les cartes projets qui sont quand même le moteur du jeu, les cartes projets. Et les cartes projets, il y a de la pioche. On va y revenir tout à l'heure. Et donc ce fameux niveau de terraformation qui fait le reste des points. Ouais. Tout à fait. Et donc au début du jeu, toutes les mêmes actions sont disponibles aux joueurs en début de partie. Par contre, c'est la façon dont on va orienter le jeu au début. Donc sur nos productions, on a quand même pas mal de ressources: fer, titane, bois, énergie et la production de millions de dollars. Parce qu'en fait, la corporation globale va nous donner des sous chaque génération pour terraformer au mieux la planète. Et c'est cette orientation en fait qui va un petit peu typer nos jeux. C'est là où l'immersion est assez réussie, parce que le fait de donner des corporations différentes à tout le monde va rajouter une légère asymétrie qui va être sympa et pousser les joueurs à orienter leur jeu dans un sens qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc ça donne une couleur. Hein. Je trouve ça très immersif, moi, personnellement. Alors en fait, ce que j'ai découvert plus tard, moi j'avais pas du tout réalisé, je connaissais le livre par ailleurs, mais j'avais pas fait le lien entre les deux. C'est que c'est basé sur toute une série de romans, Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la Bleue, qui sont écrits par... alors du coup là j'ai besoin de Wikipédia parce que Kim Stanley Robinson. Et forcément du coup c'est un jeu qui est basé sur cet univers-là. Qui a effectivement une notion de terraformation, ensuite une dimension politique, une histoire de corporation, etc. Donc ils sont quand même partis d'une base qui est très littéraire, très fouillée, très construite. De cet environnement. Ce qui explique que le jeu soit très immersif. Beaucoup des textes d'ambiance des cartes viennent du bouquin. D'accord. Le lore que nous ne connaissions pas. Merci. Non, ça donne envie de lire le livre. J'ai pas lu ça, effectivement. Et c'est sympa comme littérature. Enfin, c'est des romans que je connaissais de nom, donc c'est du classique. Vous les avez lus ?
Non, moi je les ai pas lus. J'avais même pas fait le lien entre le jeu, alors qu'effectivement, on retrouve après le rouge, le vert, le bleu. On le verra notamment avec les plateaux. Et là, c'est Elysium. Ouais. Elysium. Ouais. Non, c'est un priori, voilà. C'est un copain qui nous a sorti cette anecdote. Ouais, je savais pas. C'est mal. Par contre, vous deviez les lire pour la préparation du podcast, donc je suis un peu déçu. On a oublié notre fiche de lecture. On aura 0. On va passer, donc il y a de la prise de décision à chaque fois sur les projets, on va revenir dessus, parce qu'à chaque fois en fait on a un certain nombre de projets qu'on pioche au début, 4, on va revenir sur le draft tout à l'heure, on fera un grand débat et pour ou contre le draft. Normalement dans la version des règles normales on ne drafte pas, c'est-à-dire qu'on prend 4 cartes et on va décider de payer certaines cartes pour les garder. Le payer c'est uniquement les réserver, donc il y a un droit d'accès déjà pour garder les cartes, et ensuite on devra pour les jouer on devra payer un autre coût d'entrée des cartes. Donc il y a déjà un petit investissement pour pré-programmer ce qu'on va faire, et ensuite donc pour les jouer il faudra investir sur des projets qu'on aura de grandes chances de jouer. C'est ça qui est drôle, parce que qui n'a pas acheté des cartes qui n'a jamais pu sortir après évidemment, évidemment. Alors, l'idée de se dire ça les vénère vachement bien, et puis finalement on n'a jamais le temps ni les ressources de jouer ces cartes là, et du coup c'est finalement de l'argent qu'on a gâché à réserver cette carte. Le jeu de base il sort avec un plateau 5 face, un énorme paquet de projets qui est déjà assez conséquent, pas mal de colonies donc on a parlé des corporations. En fait ça type votre jeu, c'est qu'au tout début vous allez piocher une corporation, ça type légèrement, qui va par exemple vous allez jouer les communistes ou les écolos, pas si légèrement. Ça dépend des corpos quand même, hein. Ça dépend des corpos. Je suis d'accord avec toi que t'as des corpos qui sont très typés. T'as quand même certaines corpos où je pense à TerraCorp par exemple, c'est pas pour autant que tu vas jouer un jeu complètement terre. Tu vois. Je trouve que ça oriente carrément, mais après évidemment on est tributaire des cartes qu'on va piocher ou drafter quoi. Si on se rend compte que les cartes qu'on draft ne correspondent pas du tout à la corporation qu'on a, faut pas se bloquer pour autant évidemment. Mais c'est comme des sacrés avantages. C'est des petits bonus, oui, c'est bonus. Ouais. Non mais Terractor ça type pognon, c'est pas tant que ça type terre, c'est que t'es riche, c'est tout. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, on a eu certaines parties où finalement, il y a toujours un choix par défaut qui est la corpo débutante, où tu gardes toutes tes cartes et t'as un peu moins d'argent et t'as pas de bonus, et qui a du sens aussi. Qui est un peu le type de pas typé quoi. Après, j'avoue qu'on l'a pas joué depuis les débuts les premières parties. La corpo. Je crois que je ne les ai jamais joué. Ouais, la corpo junior, Ouais. Non, elle s'appelle pas junior. Peut-être avec des enfants. Je sais plus. Nouvelle corpo. Mais c'est débutant. C'est la corpo débutant, je crois. Ouais, ça retient un peu d'asymétrie, mais moi j'aime bien. Soit ça colore le jeu, elle est très très forte. Soit ça donne un boost de début de jeu, mais ça empêche que dans le jeu, il va falloir développer d'autres choses, parce que si on prend uniquement ce que le jeu a été orienté avec notre corporation, c'est impossible de gagner derrière. Oui, non. Oui, bien sûr, mais on n'est pas non plus dans un jeu type Agricola, où si t'as pas joué sur tous les tableaux, tu vas gagner. Là, tu peux quand même avoir un jeu qui est un peu spécialisé. Ouais. S'il est trop spécialisé, tu seras off. Mais par exemple, il est tout à fait possible de jouer en mode projet terraforming et d'avoir posé quasiment aucune ville ni aucune forêt sur le plateau. Ouais, mais je pense que ce qui est important, c'est d'investir là où faut pas se planter trop souvent sur les investissements, c'est ça qui est important. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Donc je pense j'avais une partie j'avais noté quelques petits conseils comment gagner. On peut tout de suite les passer en revue si vous voulez. Ce qui est vraiment clé justement pour moi, ça va être tous les points qu'on peut avoir, il faut les prendre évidemment, mais ça va être les objectifs et les deuxième suite droite, c'est lequel? Rappelez-moi là. Les récompenses. Objectifs et récompenses. C'est ce qu'on a tendance à oublier tous, et alors qu'en fait c'est ce qui va faire la diff. C'est ce que j'avais marqué. Pour moi, il faut jouer sur les 4 tableaux. Donc il y a les points ville-forêt. C'est difficile de gagner sans être crédible sur les villes-forêt. Ça arrive, mais très souvent le gagnant il est quand même bien placé sur les villes-forêt. Les objectifs et récompenses, moi j'ai rarement vu un gagnant qui avait moins de 3, enfin 2 ou 3 présences sur les récompenses et objectifs. Et ensuite, donc après, ça se joue sur les projets et les points de terraforming purs. Donc notre effort global sur le terraformation. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont valables et qui peuvent être très très polarisées. Par contre, je pense qu'il faut faire un moteur économique dans les 2 premières générations qui soit très solide.
Et c'est ça qui, la plupart du temps, offre la victoire. Ah oui, mais de toute façon, tout est lié parce qu'après, au bout d'un moment, si jamais on investit, que ce soit sur la production ou sur les cartes qui t'offrent des réductions pour certains types d'investissements, etc., c'est ce qui va effectivement te permettre au tour 4-5. D'ailleurs, les 3-4 premiers tours, souvent, c'est des tours un petit peu lents, il se passe pas grand-chose. Tour 4-5, quand c'est parti, c'est ça qui va te permettre d'amasser de l'argent et du coup d'être large pour investir dans tes récompenses, dans tes objectifs. Ça décolle quand même au tour 2-3. Ouais, c'était les... Je l'ai pas encore essayé, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore testé. Bah, ça te fait gagner deux générations, je trouve, Prélude. En fait, j'avoue qu'on joue, on joue quasiment tout le temps maintenant. Là, on s'est fait 3-4 parties avec Benjamin et Rodolphe sur Prélude, sur les extensions. On va en parler. Bah, je pense que c'est c'est une bonne passerelle pour évoquer les extensions, mais Prélude. C'est vrai que c'est quand même sympathique de commencer avec Prélude. Ça colore encore un peu plus le jeu. Alors, sur les autres points sur comment gagner, moi, je m'étais mis d'autres règles d'or. J'en ai quand je joue au jeu maintenant. Il y en a une qui est de n'avoir en fait de ne piocher de ne prendre que très peu de cartes projet. En général, je prends au maximum 1 à 2 cartes projet dans les achats et ça m'arrive régulièrement de ne pas en ça prendre. Ça dépend ce que t'as. Alors, moi, si vous voulez une règle d'or sûre, comment gagner ? Déjà, ne pas jouer avec Clément. Mais les cartes projet, non, ça dépend vraiment des corpos, du moment. Enfin, garder 2 ou 3. Enfin, tu peux en garder 1, 2, 3, 4 ou pas, selon les trucs. Enfin, je sais pas s'il y a s'il y a un bon nombre de. Non, mais là où je rejoindrais Benjamin, je suis d'accord avec toi, Valentine, mais là où je rejoindrais Benjamin, c'est quand même l'idée de dire. Plus t'es jeune sur ce jeu, plus tu as tendance à garder trop de cartes projet. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas tout garder, mais ce qui veut dire qu'en règle générale, il y a beaucoup de cartes dont tu vas avoir l'impression que c'est intéressant de les garder et que tu pourras jamais jouer. C'est vrai. En fait, quand tu gardes une carte, il faut que tu sois quasiment sûr de pouvoir la poser. C'est en question de prérequis, mais aussi, il y en a où tu dis, oh, elle est super bien, bah, il faut 5 trucs sciences, 5 petits badges sciences. T'en as un, tu dis, je ferai les 4. Et c'est trop dépendant des cartes qui vont arriver. Ça, c'est pas possible. Faut tout de suite s'asseoir dessus. En fait, il faut se dire que immobiliser trop. Vas-y. Après toi. D'accord. Clément. Immobiliser 3 sous pendant 2 générations, c'est cher en fait. Ouais. Surtout au début de partie. Ça va du coup, effectivement, faut beaucoup réfléchir au début. Ouais. En fait, c'est moins grave à la fin. Comme dans pas mal de jeux de gestion, il faut vraiment optimiser chacune de ses actions, chacune de ses dépenses. Une bonne partie, c'est une partie où le dernier tour, on a dépensé presque toutes ses ressources, sauf dans certains cas pour certaines récompenses évidemment, mais il faut avoir le sentiment qu'à chaque tour, on n'est pas perdu une action, on n'est pas perdu du temps pour 1 million de crédits. C'est vraiment de l'optimisation. Je pense aux productions de titane et de fer, ça c'est vraiment des choses qu'on va développer avec quelque chose en tête. Ne pas juste augmenter le fer pour augmenter le fer, faut qu'on ait quelque chose à en faire de ça. De faire le fer. Une barre de fer par exemple. Alors il faut rappeler que sur certains plateaux, ça peut permettre d'avoir accès à certains objectifs. Oui, tout à fait. Objectifs justement, ou récompenses. Donc ça peut aussi avoir un objectif qui est très long terme, les augmentations de production. Mais il faut qu'on ait ça en tête quand on le fait, pas le faire. Mais il faut avoir un objectif, oui, sans doute, oui. Donc, en fait, on peut tout ramener à du pognon dans ce jeu. Si t'as 2 aciers, c'est 2 pognons. Enfin, c'est 4 pognons. Si t'as 2 titanes, c'est 6 pognons. Et tu peux tout normalement ramener à du pognon. Une carte, c'est 2 ou 3. Il y a même une corpo qui transforme l'énergie ou la chaleur en pognon. Tout à fait. Et Lyon. Ouais. Qui est une de mes préférées. Qui est très forte, ouais. Si on a une bonne production d'énergie, c'est très fort. Très peu de temps après le jeu, je crois 1 an après, sort un double plateau, Elias et Elysium. Donc 2 autres phases. Meilleure extension. Lui, il se positionne déjà. Je suis pas tout à fait d'accord. Disons que pour la rejouabilité, c'est le seul intérêt de cette extension en fait. Elle ajoute pas de cartes. C'est juste 2 plateaux de plus avec du coup des récompenses et des objectifs différents et puis un positionnement de tuiles différent. Ouais, une organisation. Nous on aime bien tirer aléatoirement, du coup ça nous fait une
une variation dans les parties qu'on met en jeu et c'est très chouette. Parce que selon les cartes, il y a le positionnement des océans qui va changer et au moment où on pose une tuile, il peut y avoir des petites récompenses. Et ça change aussi selon les 3 plateaux. Et les objectifs et récompenses ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on va pas forcément viser les mêmes choses non plus. Donc ça apporte une bonne rejouabilité et même si tout le reste est similaire, effectivement changer la carte change. Non mais on est d'accord, si on joue beaucoup, essentiel. Bien sûr. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, tous. La même année sort Venus Next, qui est une grosse extension, on va dire, enfin une extension parce qu'après on aura Prélude qui est en petite boîte, donc en version boîte moyenne. Venus Next qui apporte en fait la possibilité de terraformer Vénus en parallèle à Mars, qui ajoute pas mal de cartes projet et des cartes corpo et des petites ressources en plus qui est les flotteurs. Est-ce que Valentine, un petit peu hors sujet, non? On n'aime pas beaucoup Venus Next. C'est vrai qu'elle est un peu, nous on la trouve un peu annexe. Elle change pas grand-chose dans le système de jeu. Elle ralentit globalement les investissements qu'on fait pour Mars, donc elle rallonge les parties qui sont déjà dès le départ un peu longues. Ouais. On m'a dit que j'y ai pas joué, mais on m'a dit qu'il fallait s'occuper soit de Mars, soit de Vénus, mais qu'on pouvait pas faire les deux. Est-ce que vous confirmez? Je suis pas complètement on peut pas d'accord. ne pas s'occuper de Mars. Non, je suis pas complètement d'accord là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire. Alors, je suis d'accord sur le fait que ça rallonge le jeu. Ça offre je suis assez d'accord dans le sens où ça offre une couleur et une spécialisation du jeu qui est pas vraiment une nouvelle couleur ou une nouvelle spécialisation, vu qu'en fait, c'est un peu la même chose que le reste. On a un peu ajouté artificiellement une nouvelle piste de terraforming. En fait, des fois, tu as l'opportunité de terraformer Vénus qui te rapporte aussi des points de terraforming. Et dans ce cas-là, et qui va être moins cher que de le faire de l'autre côté. Donc, c'est une opportunité en plus. Oui, surtout que en fait, mais ça Vénus, dilue la compétition. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que ça rend pour un jeu à 4 ou 5 qui était assez féroce et où tu avais des objectifs de terraforming, notamment l'oxygène. Ou les océans qui pouvaient être faits de manière très rapide là-dessus, et où tu te retrouves là avec Vénus à pouvoir quand même investir dans du terraforming sans pour autant précipiter la fin de jeu alors que t'as pas forcément envie de la déclencher maintenant, quoi. Mais après c'est vrai que ça dilue. On a fait une partie il y a 15 jours, Alexandre. Grosso modo, il y a un joueur qui a joué dessus sur les 4. Il y avait Rodolphe et moi. Ah, t'as joué un petit peu dessus aussi. Oui, j'ai joué pas mal dessus. J'ai quasiment rien fait sur Vénus. J'ai dû choper peut-être sur les 15 points de terraforming, j'ai dû en choper 7 sur Vénus quand même. Ok. Donc, non, mais après je comprends, effectivement, ça révolutionne pas le jeu, ça c'est sûr. Il faut pas le voir comme une révolution du jeu. C'est pas désagréable, c'est pas essentiel. Moi je trouve qu'elle tue pas le jeu, elle change pas beaucoup, elle transforme pas négativement le jeu, mais elle a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, je suis d'accord avec l'analyse. Ça fait pas vraiment de mal au jeu, mais bon, pas spécialement de bien non plus, je trouve. C'est un peu les retours que j'avais eu, moi ça m'a pas donné envie de l'acheter. À une époque, je regardais un petit peu les extensions, et les deux que j'avais repérés, c'était justement Prélude. Ah, pour très bonne transition, excellent Xavier. Prélude, sorti l'année d'après, donc, qui est une petite boîte, mais remplie de cartes, c'est que des cartes. En fait, il y a des projets et des corporations, mais il y a surtout les cartes Prélude. Est-ce que quelqu'un veut expliquer comment ça fonctionne? C'est du bonus de les début cartes de partie. Prélude, en fait, voilà, c'est du début ça donne une autre coloration. Effectivement, c'est assez peu probable qu'une corporation décide de partir à moitié à poil sur Mars. Ça donne un peu une dimension de comment on y est parti, dans quel objectif, dans quelle direction. Non seulement on a la coloration de la corporation, mais en plus quels moyens on a mis, des sous, des avantages de production. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, des anticipations on a déjà posé des océans. Ouais, tout à fait. On peut déjà voir des villes, on peut déjà voir des océans, on peut avoir beaucoup plus de ressources. On va piocher aléatoirement 4 cartes. Ça permet... vous pouvez le drafter aussi. Ça, je pense que c'est pas mal. C'est drafté, c'est obligatoire. Ça fait partie de la règle. Et du coup, vous allez terminer avec 2 cartes Prélude qui vont vous booster votre jeu. Donc, ils vont vous donner des ressources en plus, des trucs de production en plus, des trucs assez puissants. Hein, et qui vont en fait. Elles sont jouées, comme le dit leur nom, Prélude, en amont du jeu. Oui, en fait, elles se jouent avant de commencer toutes les étapes de projet. Donc, on est vraiment dans une étape de départ. Ça nous fait gagner quasiment 2 générations pour moi, voire 3. Enfin, ça booste le jeu en début de partie. En fait, ça retire au moins une demi-heure à la partie, ce qui est cool. Et ça fait une demi-heure pas intéressante. Ouais. Une demi-heure pas intéressante, faut être clair, Clément.
Moi j'aime bien le début, même si c'est lent. Par contre, c'est vrai que le jeu serait pas forcément moins bon s'il durait une demi-heure de moins. En fait, c'est surtout le prélude sur les premières parties. J'avais eu la sensation que c'était un peu inéquitable, que tu pouvais te retrouver avec des choses où tu avais vraiment des gros bonus et des bonus. Attention, et en fait, sur les joueurs débutants, s'il y a des écarts de niveau entre les joueurs, ça va le causer. C'est ce que j'allais dire. Oui, alors c'est vrai. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut pas oublier que tous les projets préludes et corpo de départ sont à choisir en même temps, et c'est aussi ça qui m'avait manqué dans les premières parties, c'est que ça ajoute une coloration, mais il faut être un petit peu malin pour que ce que tu reçois en main de départ sur à la fois les projets que t'as, la corporation que t'as et les préludes que t'as match ensemble. Si tu t'es arrangé pour que tout parte ensemble, dans oui, c'est truc, effectivement. Il vaut mieux connaître le jeu pour bien choisir sa corpo et son prélude, c'est sûr. Mais ça nous permet, si tu veux, de faire une partie en 2h30, 3h du coup, et puis avoir un truc qui se finit. Après, je conçois qu'il y a des gens qui veulent passer plus de temps là-dessus et c'est pas forcément un souci. Mais ça permet, on va dire, de conclure le jeu dans une partie classique de jeu un peu expert, donc de 2-3 heures, sans pour autant que ça aille plus et que ça vire en un Twilight Imperium de l'enfer. Non, je caricature un peu, mais c'est ça donne clairement un boost de départ. Ouais, prélude peut vraiment. Alors j'ai fait une partie. J'ai fait une partie où. Vas-y. Admettons que je joue. Moi, j'ai pas encore testé Prélude, mais j'ai une question pour Valentine et Clément qui sauront peut-être me le dire. Si jamais je joue avec des joueurs qui n'ont jamais joué à Terraforming, vous me conseillez de commencer avec Prélude ou de faire une première partie sans? Parce que moi, ça me semble, les premiers tours où tu construis ta machine, pour des nouveaux joueurs, je prends aussi comme la partie où tu apprends vraiment le jeu, quoi. Pour moi, pour la partie où tu joues, la première vraie partie, j'ai trouvé ça agréable d'être nouvelle corpo et de commencer avec un peu de tout. Donc vraiment la partie de débutant de base telle qu'elle est définie dans le livret et d'avoir pas à réfléchir effectivement à qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qu'il faut construire, etc. Ça, c'était mes premières parties de débutant, j'ai trouvé ça très bien. Et après, je trouve que c'est plus agréable d'avoir effectivement la possibilité de réorienter et de colorer son jeu avec des corpos orientés et ou préludes. Ouais. Je sais pas effectivement si prélude est un atout quand on joue avec des débutants. Après, ça dépend un peu la manière dont on aime jouer avec des débutants. Il y en a qui jouent quand même pour gagner contre le débutant. Oui, bien sûr. Et justement, pour moi, ça apporte une technicité en plus, un choix supplémentaire à faire. Alors Xavier, le problème c'est que le choix est compliqué parce que tu débutes, donc tu le fais plus par intuition que par expérience. Nous, on a débuté, on a joué avec une débutante avec Prélude. Ça s'est bien passé. Elle a pas gagné. Hein, en fait, pour le dire d'une autre façon, Xavier. Alors certes, t'as des choix qui sont plus optimaux que d'autres avec une corpo prélude et tes projets de départ. Néanmoins, aucun des préludes n'est pénalisant. De toute façon, je trouve que c'est un truc à Terraforming, c'est que tu peux être derrière les autres, savoir que tu ne vas pas gagner et pour autant t'amuser parce que tes projets se développent, parce que tu amènes des choses et tu voilà, même parce si que tu vas réussir à avoir quand même ta récompense. Voilà, même si tu t'es planté sur tes choix initiaux. Quelques fois où c'est arrivé d'avoir un très très gros écart dans les 2-3 premières générations et là tu sens bien que c'est pas rattrapable et que c'est pas et que le moteur de l'autre c'est mieux passé, mais c'est relativement rare. C'est moi, effectivement j'ai vu une surprise. J'ai vu une partie où quelqu'un est resté à son niveau de terraformation initiale et à la fin quand on a fait le décompte des points de victoire, c'était la grosse surprise, d'autant plus que c'était lui qu'on avait compté en dernier. Il a doublé tout le monde, ça nous a coupé le sifflet. Avec les forêts et les villes. Je sais plus. Non, je parie sur les cartes Jovian, moi. Ouais, les cartes Jovian, vraiment une surprise, c'est pas le. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de points avec les cartes. C'est complètement du Jovian de cartes. C'est pas du plateau. Tu le vois venir le plateau. Toi, tu le vois venir et c'est justement ce qui te permet de compter à peu près où t'en es, quoi. Pour clôturer sur Prélude, j'ai fait une seule partie où vraiment il y a un des joueurs qui avait un combo meurtrier corpo plus double carte Prélude qui tuait tout dès le début et on l'a plus revu du jeu, mais c'est arrivé une seule fois. Hein. Donc Et alors pour conclure sur Prélude, nous on a déjà joué avec un ami qui a souhaité jouer sans Prélude pour aborder, je fais une transition magnifique, pour aborder un autre add-on type Colonie en l'occurrence, parce que il avait des doutes sur le fait que Prélude ne laisse pas le temps à Colonie de se développer.
Ah, c'est possible. C'est vrai que l'on a joué à Prélude et Colony ensemble. Plus lent. Ouais. Non, mais je peux comprendre. De base, Colony qui sort la même année que Prélude, un peu plus tard. Et qui propose aux joueurs en fait, donc on pioche, il y a un certain nombre de colonies qui sont en fait des satellites de planètes du système solaire et qui propose aux joueurs en fait de développer du commerce principalement autour de ces colonies. Donc on va en piocher, je crois que c'est 5, ça dépend du nombre de joueurs, je sais plus. Ça dépend du nombre de joueurs, ouais. Par rapport à, je sais plus, il y en a 8 au total, on en pioche 4 ou 5 selon le nombre de joueurs. Et donc c'est une nouvelle action qui est disponible à tout le monde, qui va nous permettre de développer du commerce sur ces colonies, et plus on va venir commercer, plus ça va venir donner des boosts à ceux qui ont investi sur ces colonies. Voilà, ça sort un peu après Prélude. On voit quand même une grosse activité sur le jeu. Moi, Colony, je le décrirais en 2 mots. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec Vénus, mais avec une originalité qui n'était pas là sur Vénus. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de déployer une nouvelle coloration, sauf que cette fois ils ont réussi, ils n'ont pas fait du pré-mâché de ce qui existait déjà sur Terraforming, et ils ont essayé de mettre une mécanique qui était bien à soi à côté. Après, ça réutilise beaucoup de choses qui avaient été introduites dans Venus Next, notamment les flotteurs et une partie des choses, et puis on a une flotte dédiée, donc un vrai mécanisme qui est sur les colonies, mais ça ajoute un point supplémentaire, ça rallonge un petit peu le jeu, et ça agrandit encore les logiques qui sont dessus. Pour les débutants, encore une fois, je conseille pas de commencer avec Colony, et je conseille de maîtriser d'abord, avancé, et c'est effectivement le point pour s'agrandir et pour profiter du jeu. Autant Venus Next est complètement inoffensive pour un joueur débutant, Colony c'est un peu plus, ça ajoute une couche de complexité. Venus Next, faut expliquer encore des trucs en plus. Ouais. Globalement, au début de ce jeu-là, je pense qu'il faut le jouer nu en fait. Vanilla. Moi je préfère, ça dépend de à quel thermostat t'as mis ton chauffage. Moi j'aime bien mettre un t-shirt. Et là c'est Elysium, c'est gratuit même pour un nouveau joueur. Oui, et là c'est Elysium, c'est complètement gratuit, ouais, tout à fait. Oui, mais ça n'a intérêt que pour les joueurs qui ont déjà joué, je trouve. Et donc, oui, Clément ça a un Valentine, intérêt pour la rejouabilité plus que pour... C'est ça. Donc Clément Valentine, justement il y a une semaine celui-là. Vous êtes d'accord grosso modo ou... Colony, c'est un système qui est effectivement à côté du système principal. Du coup, on peut l'ignorer. Si tout le monde l'ignore, ça se passe bien. S'il y en a qu'un qui le joue, il va prendre des avantages. Donc, il faut faut trouver un espèce d'équilibre, effectivement. Il est intéressant, mais il faut se forcer un peu à l'utiliser parce que sinon, on peut tout à fait passer à côté. Moi j'ai l'impression que le premier joueur il va toujours vouloir prendre le commerce qui est le plus haut, le plus rentable, et ça va être sa première action. C'est un peu le défaut pour moi de Colony, c'est que le premier joueur, sa première action c'est de faire du commerce, parce qu'il y a un des commerces qui est très, très intéressant, et c'est mécanique. Voilà, ça. Mais vu que le premier joueur tourne, ça reste acceptable. Oui. Tout à fait. Moi j'avais quand même, vous disiez s'il y a qu'un joueur qui joue dessus c'est à l'avantage, moi j'avais quand même l'impression qu'on avait besoin des autres pour vraiment que ça fructifie nos investissements sur les colonies. Pas vraiment. Ça dépend, Jean, ça dépend. En fait, juste aller acheter les ressources sur un satellite, mécaniquement ça monte tout seul sur toutes les colonies, et du coup à un moment donné la colonie est extrêmement rentable. Et là, faut acheter. Enfin, tout le monde a intérêt à acheter à ce moment-là. Du coup, j'ai l'impression qu'à partir du moment où le plateau colonie est installé, celui qui n'y va jamais, je crois qu'il se trompe. Oui, c'est toujours baisé. Mais non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et donc on va passer au dernier, peut-être, sauf si vous voulez rajouter un point sur ça rajoute encore 50 cartes projet. Enfin, c'est à chaque fois. Ah oui, bien sûr, à chaque fois il y a tout le panel avec. Ouais. Mais le dernier Turmoil. Oui, alors là, donc du coup, ce qui est sorti cette année, qu'ils ont kickstarté. Donc il y a eu une campagne de financement participatif pour produire un produit qui allait se vendre de toute façon par palette entière. C'est un peu étrange. On vous donnera notre avis peut-être dans un bonus sur les Kickstarter. Donc Turmoil Tourmente en français, qui est sous-titré une extension experte pour Terraforming Mars, donc qui est la première où ils sous-entendent que c'est un peu du endgame. Ouais, je suis pas très d'accord parce que Colony est aussi complexe que Turmoil. Je suis pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai ça. Non mais c'est semblable quand même. Sauf que Turmoil n'en a pas l'occasion de l'ignorer.
Colonie, si tu ne veux pas faire de commerce, tu peux ne pas faire de commerce. Tu vas peut-être te pénaliser, mais tu vas pouvoir continuer à jouer. Tandis que Turmoil, tu ne peux pas l'ignorer, étant donné qu'il y a des événements, des choses une espèce de dynamique de jeu qui change un peu. Oui, mais t'as pas à payer, c'est ça la différence. On explique un peu comment ça fonctionne, Turmoil ? Ouais, expliquer, parce que du coup, moi je connais pas, par exemple. Alors, en gros, t'as une assemblée. Le principe de Turmoil, c'est que tu vas introduire une notion de majorité. Et de on va dire un espèce de parlement politique de Mars. Ouais. En fait, c'est le comité pour la terraformation, donc celui qui donne les millions à tout le monde, qui est modélisé par une assemblée à majorité politique. Un peu, c'est un système politique en fait. Et donc dans la logique, tu vas aussi avoir des politiques et des actions. En gros, tu vas avoir une action unique et certaines récompenses qui vont être définies au tour à tour. En fonction du parti politique majoritaire. Et en plus de ça, tu as des jeux politiques. Pardon, vas-y. Par exemple, les Verts sont majoritaires au Parlement, donc ça a été, disons que chaque joueur a fait du lobbying pour arriver à cette situation-là, dans cette génération-là. Hein. Il y en a qui ont réussi leur coup et d'autres qui ont raté leur coup. Du lobbying, en gros, ça va placer des délégués et investir sur des délégués. Ouais, c'est ça. Donc, tu investis sur des délégués sur les partis. Donc, tu peux. C'était quelque chose de très drôle d'ailleurs, c'est que tu peux dire je mets un mec chez les communistes et puis j'en mets un autre chez les gros capitalistes. Et à la fin, celui qui a le plus gros nombre de délégués, il prend le pouvoir. Donc du coup, on peut jouer sur un peu tous les trucs, on peut programmer à se dire ok, j'en mets un là parce que je sais que ça arrivera peut-être dans un tour ou deux. Mais ce qui est très intéressant et ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que tu n'as pas en fait ça bascule beaucoup parce que tout parti qui est majoritaire, donc potentiellement t'as mis 5 bonhommes dessus et ça devient archi majoritaire par rapport au reste, tout parti qui est majoritaire prend le pouvoir et quand il prend le pouvoir, il est vidé. Donc on va toujours jongler sur les parties et il va y avoir un certain équilibre qui va être fait. Ouais. Et donc tout le jeu, comme beaucoup de jeux de majorité, va se baser sur des logiques du deuxième majoritaire ou du majoritaire mais avec d'autres personnes. Et ça introduit énormément d'interactions avec les joueurs. Et sur un tableau de toute façon où, alors, on peut payer pour avoir plus de délégués, mais en soi, chacun a un délégué à chaque tour. Donc c'est ça un peu la différence que je vois avec Colony. Et je suis d'accord là-dessus sur ce que tu disais, Valentine, c'est que d'un autre côté, c'est pas forcément que tu vas pas pouvoir l'ignorer, c'est que de toute façon, tu as une phase tourmente, une phase turmoil où on va s'en préoccuper. Mais c'est pas pour autant que tu vas dénigrer une partie de tes ressources ou de ta stratégie pour le faire. Ça fait partie intégrante du jeu. Puis coup près, tu perds 1 million à chaque tour. Avec turmoil, tout le monde perd, on perd de l'argent un TM à chaque tour. Moi j'ai une question, est-ce qu'on peut détourner des fonds publics ? Bah en quelque sorte, oui. En quelque sorte, c'est la politique. Et alors après, ce dont on n'a pas parlé, c'est les événements plus ou moins agréables qui vont se passer à chaque fin de génération. Donc par exemple, une pluie d'astéroïdes sur Mars, et en gros, tout le monde va perdre des crédits en fonction de son nombre de forêts sur le plateau. Et donc ça, on va le voir arriver 3 générations à l'avance. Tout à fait. Tout à fait. Il y a toute une notion de tempo, que ce soit avec les députés ou que ce soit avec les événements à venir, qu'il faut gérer, de se dire bah voilà, je vais éviter de construire des forêts maintenant parce qu'au prochain tour j'aurai un bonus, mais pas dans 2 tours parce qu'il va y avoir la pluie d'astéroïdes ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut vraiment essayer. Et dans les trucs très désagréables, c'est qu'il faut aussi entretenir les députés. Ouais. Et qu'on paye à chaque génération, on perd un niveau de terraformation. Ouais. On a des niveaux de terraformation qui montent beaucoup moins et beaucoup moins vite que dans une partie classique, ce qui fait qu'on a un revenu qui est quand même aussi très très impacté par Turmoil. Mais t'as un revenu supplémentaire par le parti. Bah si, t'as bien joué. Encore faut-il l'avoir joué comme il faut, avoir réussi à se placer comme il faut. Tout à fait. Mais c'est là où je disais que moi ce que j'avais beaucoup aimé dans Turmoil, mais encore une fois c'est aussi un type de jeu, Turmoil va plus plaire aux gens qui aiment plus d'interaction. C'est-à-dire que Terraforming Mars de base est quelque chose qui est, alors je dirais pas dans son coin parce que t'as effectivement une logique, mais une logique ensemble qui est relativement coopérative et une logique dans son coin où c'est très compétitif mais chacun construit son moteur. Avec Turmoil, on ajoute beaucoup d'interactions globales avec potentiellement un joueur qui peut favoriser un autre joueur et défavoriser un autre joueur en parallèle. Des sortes d'alliances tacites. Voilà, ou même juste finalement, voilà, moi j'ai coloré de telle manière et lui a coloré de telle manière, donc finalement on va bien s'entendre ensemble pour essayer de prendre la main mise sur le parti. Et donc ça va ajouter des choses un peu plus diplomatiques, un peu plus fines, que moi personnellement j'aimais bien. Ça ajoute beaucoup d'interactions entre les joueurs, ça c'est sûr. Ça, c'est un des gros bénéfices. Moi je trouve ça super,
mais ça change beaucoup l'expérience de jeu. Ça donc change c'est de beaucoup temps en temps. de jeu, oui. Un peu comme Colony, mais encore dans une plus grande mesure. C'est une sorte de colonie au carré. On se dit, tiens, on se ferait pas une partie Colony ou une partie Turmoil, et ça va quand même pas mal changer le jeu. C'est un autre jeu. Oui, c'est un autre jeu. L'aspect expert, je pense, c'est la gestion du rythme. C'est justement, on doit programmer plus sur les 3 prochains trucs. Anticiper davantage, oui. Voilà. Et c'est en ça que c'est vraiment je pense, pour les débutants, c'est un peu à proscrire. D'ailleurs, on n'avait pas fait notre première partie avec Teresa sur Turmoil pour rigoler. Je sais plus, mais je crois qu'il avait souffert un peu. Oui. Explication de 2h30. Non, même pas. Parce que après, en soi, tout est marqué dessus. Donc en fait, la meilleure façon d'expliquer Turmoil, c'est de jouer un tour de jeu avec Turmoil. Et tu comprends tout. Mais effectivement, quoi. On peut passer. Mais si vous êtes sympa, un nouveau joueur, tu mets pas d'extension, basta. Bah, tu mets prélude au pire. Ouais, c'est tout. Même pas, je suis même pas sûre, puisqu'effectivement ça rajoute une dimension. Alors il y en a aucune qui est négative, mais ça rajoute éventuellement un déséquilibre. Ouais. Si tu choisis mieux tes préludes en fonction de tes cartes que l'autre, je pense qu'effectivement pour jouer avec un débutant, le tout nu c'est bien. Et pour le coup, avec un débutant sans draft. Ah, le draft. C'est sûr, sans draft. On y arrive. Sans draft, ça c'est sûr. On y arrive. Vos extensions préférées, celles que vous aimez ressortir ou que vous plébiscitez le plus pour le moment? Un prélude et hélas. Et hélas, Elysium, ouais. Moi, c'est prélude Turmoil, je pense. Vraiment. Ouais, moi aussi. Franchement, j'aimais beaucoup Colony, mais avec Turmoil, je pense que c'est le niveau que j'aime. Justement, avec le coup de la programmation en plus, il a la guéguerre pour se faire passer pour un écolo, je trouve ça assez chouette. Turmoil, moi j'y joue avec plaisir, mais effectivement je l'achèterai pas. Non, mais j'y joue chez les copains très volontiers. Je peux comprendre. On va passer au grand débat. Le grand débat. Qui va être arbitré. Alors, qui s'en fout du draft? Moi, Alexandre et Xavier s'en foutent du draft ou du pas draft? Moi, je suis complètement pour. Moi, je m'en fous pas. En fait, moi, je suis pour les deux. Je m'en fous pas, mais j'ai un avis très fait sur le draft. Donc, du coup, on va mettre Alexandre en arbitre et on va débattre de ça. Donc, parce qu'en fait, il y a une variante qui est beaucoup jouée, beaucoup plébiscitée parmi les joueurs. Non, parmi les joueurs experts, et qui est de drafter les cartes. Même les joueurs autoproclamés experts. Les cartes projet. Donc là, on va surtout parler du draft carte projet. Hein. Je pense que c'est la diffamation directe. Faut être objectif. Non, je reste objectif. Et soit dit en passant, je joue avec plaisir. Comme Xavier, plutôt que neutre, en fait, je joue avec plaisir avec les deux variantes. Du coup, Valentine et Clément, vous êtes plutôt pro draft, vous prenez plus de plaisir à jouer au jeu avec le draft. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pour moi, clairement parce que ça rééquilibre le pas de chance de la pioche. Justement, on s'est redemandé récemment de pourquoi est-ce qu'on draftait au début de partie. Donc on est dit, bon, on va arrêter parce qu'on drafte même les 10 premières cartes de projet. Ce qui n'est pas forcément dans les règles. On draft à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas quel corpo à l'autre, mais on draft. Et on draft. Non, mais je suis d'accord, quitte à drafter, il faut tout drafter. Mais quitte à drafter, il faut tout drafter, je pense, effectivement. Je suis d'accord. Parce que ça rééquilibre effectivement le pas de bol. T'as eu 10 cartes qui combattent pas, et l'autre, il a 10 cartes qui combattent. Et voilà. Ouais, perdre sur un d'apioche, ça fait toujours chier. Ça change, ça perd pas tout. Enfin, forcément, il y a bien des fois où il y a des parties où je vais piocher toutes les Jovianes en première carte et je vais pouvoir les mettre de côté et les deny. Mais pas toujours non plus. On est obligé de partager, d'avoir sur une carte, sur une main, on va être obligé de rééquilibrer. Ça va forcément passer ailleurs. Parce que sur le draft, il y a aussi ce petit côté où tu regardes la main et tu te dis qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je ne veux qu'est-ce pas que je ne vais pas laisser. Alors par contre, truc quand même, c'est que tu parles que ça va favoriser effectivement les badges, la recherche de badges, donc les badges joviens, les badges scientifiques. Ça tend en fait à un petit peu rééquilibrer ou déséquilibrer le jeu vers ces stratégies très légèrement. Enfin, en tout cas, ça les rend. Justement, c'est l'équilibre. Vu que tu ne peux prendre qu'une seule carte, tu peux en avoir 10 en main, tu ne peux en prendre qu'une. Tu peux avoir le bol de toutes les piocher, mais c'est quand même relativement rare. Une fois que tu as 3 cartes joviennes posées devant toi, tes voisins, ils te les donnent plus, en fait. Ouais, mais ça, en fait, c'est plus vrai parce qu'il faut aussi se permettre
pouvoir se permettre de les garder, parce que toi ça te pourrit la gueule aussi. Moi je trouve pas que la chance soit très réduite avec le draft. Je m'explique. On parlait justement tout à l'heure de... En gros, juste pour rebondir sur ce que Alexandre disait, on disait tout à l'heure qu'on pouvait pas se permettre d'acheter toutes les cartes. Du coup, tous les tours, tu vas garder 4 cartes. Donc tu peux prendre très bien des badges joviens et les balancer à la poubelle après, en fait. C'est pas un souci. Tu vas rarement être amené à acheter 4 cartes projet par tour. Non, mais quand tu drafts, t'as 2 badges joviens et 2 autres cartes au pif, et à côté, il construit des badges joviens, de toute façon, t'es baisé. Moi, j'ai un argument principal. Je suis pas fondamentalement contre le draft. Je trouve intéressant, mais je trouve pas qu'il ait autant de bénéfices qu'on veuille bien le défendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Globalement, je trouve c'est un truc qui allonge la partie de 20-30 minutes à peu près. Ça ralentit un peu. Oui, c'est sûr. Et en fait, je trouve que la chance n'est pas fortement réduite. Elle est réduite, mais je trouve que son impact est quand même, à part peut-être sur les 10 cartes de départ, est quand même vraiment à mitiger. On a une première main de 4 cartes qui est complètement aléatoire. Donc déjà, situation d'inégalité, tu as un joueur qui peut avoir la carte parfaite tout de suite, alors que les autres n'aura aucune carte qui correspond à son jeu. Voilà. Ensuite, oui, mais s'il a 4 cartes parfaites, il va donner 3 cartes parfaites à son voisin. Alors, en fait. Parfaites par rapport à ton joueur. Par rapport à lui, Je vais continuer. Ensuite, les 3 cartes suivantes, en général, sont bien moins intéressantes. On va garder la carte ultime, les 3 autres, on s'en fout, en général. Je dis en général, il y a des cas... Voilà. Oh, je suis pas d'accord. Et plus on avance, donc la 3e et 4e carte, en général, la dernière partie qu'on a fait, c'était flagrant. On s'en foutait totalement. À partir d'un certain moment du jeu, c'était les cartes avec des prérequis périmés. C'était des cartes qu'on balançait directement à la poubelle. Donc, mais ça, c'est sûr qu'en fin de partie, même à partir la pioche n'a pas d'intérêt. En fait. Ou peu. Donc en fait, tout se joue essentiellement sur les 2 premières cartes que tu vas drafter. La première, elle n'est pas draftée. Elle est purement aléatoire. Donc en fait, cette mécanique, elle est là principalement pour la 2e carte, voire dans la plus chanceuse partie des cas, pour la 3e. Donc en gros, on draft. Non, c'est pas vrai, parce que des fois, tu as vraiment le dilemme de est-ce que je garde cette carte qui m'intéresse ou est-ce que je lui donne pas son badge jovien. Et là, tu dois, toi, en tant que joueur, te dire qu'est-ce qui est le plus rentable. Il faut que je fasse la balance entre retirer un bénéfice potentiel à mon adversaire ou engranger un bénéfice pour moi. Ouais, et des fois, il y a ce dilemme-là. Effectivement, il apparaît pas à chaque fois. Et effectivement, si tu pioches la première carte parfaite, t'es pas à l'abri d'un déséquilibre. Mais ça mitige quand même. Ça limite un peu la variance. Je trouve aussi que le jeu je suis pas complètement d'accord avec toi là-dessus, Clément, parce que dans l'idée, là en gros t'es juste en train de dire que là où la carte parfaite tu l'aurais gardée et entre guillemets tu l'aurais piochée, là t'es en train de faire un choix parce qu'on t'a mis le draft entre carte parfaite ou carte parfaite pour l'autre, entre dîner et carte parfaite pour l'autre. Donc en fait tu mitiges pas vraiment, t'ajoutes un truc qui potentiellement te pourrit le jeu. Ça te pourrit pas le jeu, ça rajoute une dimension tactique en fait. Ça rajoute une interaction. Ouais. Ça rajoute de l'interaction le draft. Hein. Ça c'est indéniable. Oui, c'est sûr. Ça c'est indéniable. Au final, je suis un peu parce que ton truc de deny, pour moi, le jeu, il a déjà des mécaniques auto-équilibrantes. Déjà, tu gardes une carte, c'est 3 millions de dollars. Et si tu draftes pas, il y a déjà cette mécanique qui te dit si je la prends, je la prends pas. C'est déjà un coup mais moi, ça m'est déjà arrivé de piocher 4 cartes qui m'intéressaient absolument pas. En draft, c'est rarement le cas chez moi. C'est rarement le cas, ouais. T'as toujours eu 2 cartes qui vont te voter. Sauf si justement t'as été obligé de jouer deny et que t'as deny la première et les 3 autres qui t'arrivent sont dégueulasses. En draft, des cartes, on aura vu 4, plus 3, plus 2, plus 1. Donc au lieu d'en voir 4, t'en auras vu 9. Non mais ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire c'est que typiquement en fin de partie, la logique du deny et finalement t'as deny la première carte et ensuite les 3 autres qui arrivent ne t'intéressent plus. Est-ce qu'elles sont inutiles? Non, mais c'est la fin de partie, ça. Tu peux pas le savoir, ça. Tu t'en sais rien. Ouais, non, mais c'est... Après, voilà, moi, c'est vrai que je comprends les deux. Moi, je trouve après, c'est vrai qu'avec des nouveaux joueurs, rajouter le draft... Non, des nouveaux joueurs, c'est pas intéressant. Et puis, ça déséquilibre encore plus le jeu vers ceux qui ont l'expérience, quoi. Ouais. Le draft, c'est vraiment fait pour rajouter de la compétition, en fait, très clairement. Si tu joues avec des nouveaux joueurs, déjà qui vont mettre 3-4 tours, voire plus, à comprendre vraiment les enjeux, et une partie entière à se dire « Ah, j'aurais dû faire ci et ça », si tu leur ajoutes le draft, tu leur
demandent de faire un choix qu'ils sont pas capables de faire sur une première game. Complètement d'accord. Oui, c'est sûr. Et je trouve que ça, il y a un effet. Si tu parlais de bloquer le jeu des autres, moi c'est un truc qui me gêne un petit peu parce que déjà le draft, ça va favoriser le fait que tu vas t'orienter vers une stratégie plus spécialisée. Parce que tu vas chercher cette carte-là dans le draft, tu auras plus de chances de l'avoir. C'est pas systématique. Bien sûr, mais du coup, c'est plus les compétitif. autres joueurs, donc tu t'enfermeras dans une spécialisation et donc les adversaires pourront te bloquer la fourniture de cartes. Ce qui fait qu'en fait tu seras pris au piège de ce jeu-là. Moi, je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Mais vont-ils te bloquer ou vont-ils privilégier leur stratégie? C'est pas si évident que ça quand tu dois faire le choix. C'est comme à Seven Wonders où tu dis est-ce que je lui pourris sa carte parce que j'en ai besoin? C'est des choix qui sont pas simples à faire et moi je fais jamais le même choix tout le temps, quoi. Et puis moi j'aime bien, enfin j'aime pas énormément la chance dans les jeux, j'aime pas quand c'est majoritaire, mais ça permet des renversements de parties que je trouve intéressant aussi, d'ajouter du hasard. Il y a un effet aussi, je trouve, dans le draft un peu Kingmaker, quand t'es un peu à la traîne et t'as les bonnes cartes, tu peux décider de ne pas les refourguer à lui ou à lui, qui peut être un peu pénible, je trouve, sur les fins de partie. Bah du coup, je comprends pas bien. Si t'es un peu à la traîne, t'as le choix. Enfin. Non, si t'es devant, choisir qui gagne, tu peux te permettre de hate draft, alors que si t'es derrière, non. Ah oui, oui, bien sûr. C'est le genre de jeu où tu sais quand t'es dans les premiers, mais moi quand je joue, j'ai jamais la certitude d'être premier parce que ça reste assez complexe de compter avec précision tous les points. Il y a tellement de paramètres. Du coup, même si t'es premier, moi je me suis jamais dit je suis premier et je suis largement premier, quoi. Ouais, ça dépend des joueurs, ça dépend si tout le monde a démarré autant. Non. Moi je me souviens de deux parties qui étaient très différentes dans ces logiques-là et effectivement une partie où on était un peu tous dans un mouchoir de poche. Alors on savait même sur les niveaux que c'était effectivement pas ça et que c'était difficile de compter, je suis d'accord avec toi Xavier. En revanche, t'as d'autres parties où t'avais une grosse différence et celui qui était parti en tête, avec cette logique de draft qu'on avait faite, il était irrattrapable et on avait beau essayer de le bloquer, en fait on se pourrissait nos jeux et on avait encore moins de chances de le mettre. Mais effectivement, ça se fait. Et je comprends que dans une logique de compétition et d'équité, le draft est une bonne chose. Pour des débutants, encore une fois. Pour des gens qui ont à peu près le même niveau de connaissance du jeu et de maîtrise de la chose. Parce que pour cette raison, je dirais pas que c'est équitable. Par contre, oui, c'est plus compétitif, c'est plus technique de jeu draft. Pour les joueurs qui ont pas mal joué, je pense qu'effectivement, ils vont prendre plus de plaisir à drafter. Et ça dépend du jeu. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches dans le jeu. Moi, j'entends beaucoup de choses dithyrambiques sur le draft avec des joueurs experts. Moi, j'aime plutôt le draft. Non, mais c'est du compétitif. Mais je trouve ça quand même dommage de dire le jeu est meilleur avec le draft. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pour dire que c'est que du compétitif. Il y a vraiment pour moi un rééquilibrage des chances, ne serait-ce que parce que voilà, on draft la première génération, à un moment on s'est mis à faire ça, on a trouvé ça bien et puis on a continué. Et récemment, on s'est dit sur une partie avec Turmoil justement, on s'est dit là on fait pas de draft de la première génération. Je me suis retrouvée avec 10 cartes de merde qui marchaient pas du tout avec ma corpo. Et j'étais hyper frustrée parce que j'ai pas réussi à du tout décoller sur les 3 premières générations. Donc là, j'ai dit stop, on arrête la partie parce que moi j'ai zéro fun. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir absolument zéro fun sur au moins 3 ou 4 premières générations parce que j'arrivais vraiment rien à construire parce que ma main de départ avait été naze et qu'après, je me suis retrouvée avec des trucs pourris. Le draft ne rend pas le jeu meilleur, c'est pas ce qu'on dit, Benjamin. On dit juste qu'il le rend plus compétitif. Ça dépend vraiment de la situation et des joueurs autour de la table, je pense. Oui, non, et puis je pense que ça va toujours être un peu les mêmes, l'éternel débat entre effectivement plus ou moins d'aléatoire, plus ou moins de compétition, plus ou moins aussi de fluidité, parce qu'il faut. Enfin, moi j'ai quand même l'impression que le draft ralentit un poil le jeu. Alors ça, encore une fois, on est sur un jeu qui est déjà lent, donc c'est pas si gênant, mais je comprends qu'il y en ait que ça puisse gêner un peu. Ouais, c'est quand même une demi-heure de plus. Je trouve surtout, ça ralentit beaucoup. Encore une fois, je trouve vraiment son impact, surtout sur le draft des 4 cartes, sur les 10 de départ. Je suis assez d'accord avec vous, mais sur le draft des 4 cartes, je trouve vraiment son impact assez limité en fait, au final sur le jeu. Moi, je me suis déjà retrouvé dans le cas de Valentine où on draftait pas encore à l'époque, où j'ai jamais eu des cartes qui m'intéressaient en main. De toute la partie. Et moi je préfère clairement perdre. Mais il fallait changer de stratégie. Parce que je me dis finalement je lui ai laissé les Jovian et j'aurais vraiment pas dû. Mais parce que plutôt que de me dire il a pioché tous les Jovian.
C'est Pardon un jeu où il faut changer de stratégie en cours de jeu, parce qu'il y a d'autres opportunités. Non, mais ce que je disais Clément aussi, c'était c'était effectivement le fait de dire. C'est ce que je voulais dire par équité, c'est si j'ai perdu, c'est aussi parce que moi j'ai fait des mauvais choix. Voilà, je préfère perdre pour mes mauvais choix que parce que j'ai l'impression que l'autre a pioché. Ouais. C'est le contrôle. Même si c'est pas toujours vrai, c'est vrai que parfois c'est une illusion. Hein. Mais... Oui, ça joue aussi bien sur l'impact de la partie, mais sur le ressenti de la partie énormément. Oui, tout à fait. Ce qui est important aussi, on se sent un peu moins impuissant. On se dit voilà, on peut pas ne pas avoir pas de bol à chaque génération sur le draft. Quand même, ça fait. Il y a forcément un moment où il y a un truc qui va s'équilibrer. Il me semble. C'est. Ouais, tout à fait. C'est un peu un placebo de. Bon, je pense que de toute façon, c'est Alexandre. Je pense que tu l'as bien résumé. Hein, c'est que c'est pas fondamentalement, ça ne transforme pas le jeu. C'est une question de goût et de couleur là. J'ai l'impression. Et c'est aussi un mode expert. Globalement. Alors c'est définitivement plus long, plus complexe d'utiliser le draft et il faut bien connaître le jeu. Après, que vous soyez... Si vous êtes expert, vous pouvez apprécier les deux suivant votre personnalité. Tout à fait. C'est un jeu qui ressort à chaque ronde du rhum. On y rejouera sur le week-end du 1er mai sans souci. On aura 2 ou 3. Avec et sans draft pour comparer. Je pense qu'avec Trône de Fer, ça va être un des jeux phares de la route du rhum, c'est sûr. Ouais, c'est des jeux qui ressortent à chaque... Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce fabuleux jeu avant qu'on passe à la dernière section ? On est un petit peu à la bourre. Juste que je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait Terraforming Terre où on pourrit bien la Terre pour. T'inquiète pas, on est en plein dedans pour de vrai. Il doit faire un jeu. Ah, c'est vrai qu'on peut y jouer en vrai à ça. Moi, je voudrais. Je vais aller brûler des pneus, je reviens. On va acheter un diesel. Ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un jeu à mécanique très cube en bois et mécanique assez précise et assez pointue en fait, mais où le thème est très bien intégré pour une fois. Nous, il y a plusieurs parties où on se tapait des tripes à faire une sorte de roleplay très léger, mais en gros, où l'une des corpos était en train de mettre des champignons atomiques et des usines partout autour des villes des autres. Ça raconte une histoire. Et vraiment le thème, était, exactement. Et le thème était très bien plaqué pour un jeu aux mécaniques si précises, je trouve, ce qui n'est pas toujours le cas. Quoi. C'est très très sympa là-dessus. Oui. Et ça plaira pas aux gens qui ont besoin de plus d'interaction. C'est un jeu où on se regarde un peu. Oui, on joue un petit peu ensemble, mais voilà. Éventuellement avec Turmoil, mais sinon non. Oui. C'est pas un wingspan non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction forte, mais il y a quand même moyen de faire tomber une petite météorite sur les plantations de quelqu'un. Il y a des attaques ciblées, de faire un piratage informatique pour voler des crédits de quelqu'un. Donc c'est pas un jeu à forte interaction, mais il y en a un petit peu. Oui, il y en a un petit peu. Je crois qu'on il y a un peu de pause sur le plateau. On me demande il y a quelqu'un qui est rentré au moment où j'ai dit virus. Un truc Il est intéressant de noter que d'ailleurs que les interactions dans ce jeu-là, souvent c'est pas l'action directe de la carte, c'est un effet secondaire qui est obligatoire. C'est-à-dire que même si on ne veut pas pénaliser quelqu'un, si je retirais 6 plantes à un joueur et que t'es le seul joueur qui a des plantes, tu te le prends dans la tête. C'est pas mal. C'est quand même un jeu de gentil, même si on est des gros capitalistes qui mettons plus 30 degrés une planète en 10 générations, mais tout va bien. Dans les moins, j'ai mis également que le jeu était relativement moche. Je trouve que vu la qualité du jeu globalement, il a un matériel que j'avais un peu qualifié de cheap. Inégal. Moi je mettrais pas moche, je mettrais inégal. Et les illustrations des cartes sont inégales. Les animaux domestiques sont particulièrement. Moi j'aime bien l'esthétique du jeu, sérieusement. Par contre, c'est le rangement, je trouve. Le rangement est dégueulasse. Et j'avais mis ça dans le truc, le rangement est dégueulasse. Il n'y a rien en fait. Hein. Tu te retrouves avec 150 millions de cartes. Il faut acheter en fait tous les Kickstarter qui ont été faits par-dessus pour les rangements, le truc faut se faire un rangement custom ou les rangements le truc un custom, ou les fabriquer. Ou l'imprimer ou le fabriquer. Faut pas c'est bien. dans le... Sinon, tu mets 3 heures de... tomber dans le truc où j'achète une extension à 70 balles de rangement, c'est de la connerie, ça faut le faire soi-même. Sinon, t'installes... pour ce jeu-là, moi, j'ai quand même acheté un truc à 40 balles. Hein, parce qu'il y avait je sais pas combien d'inserts et tout. Alors pourtant, par contre, en général, je fais les miens moi-même. Mais là, pour ce jeu-là, j'ai un peu craqué.
Surtout avec toutes les extensions, ça fait quand même un énorme paquet de cartes. Faut que ça rentre dans moins de 3 boîtes. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Le rangement, c'est toujours le problème dans les jeux. Les éditeurs se posent pas la question. Pas tous, en tout cas. Et là, clairement pas. Après, Frux truc là, il a fait le jeu avec ses enfants et sa femme. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait 4 extensions, etc. quoi. Mais je pense que ça explique pourquoi il n'y a rien dans la boîte de base. À mon avis, il s'attendait pas à un tel succès. C'est ça. Et puis pourquoi il y a les artworks à base de stock photo corporate. C'est magnifique. Les modèles 3D des années 60, 80. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Mais bon, il y a surtout des cartes à ranger. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas 1 milliard de petits cubes différents. Il y a les sous qui. Il se prépare vite le jeu, hein, franchement. Il se prépare très vite, il se met en place assez vite. Le jeu se prépare bien, mais c'est vrai que le plateau en version en bois ou en plastique en plus, plutôt que le truc en carton le qui se barre. individuel est indispensable. Je suis assez d'accord avec ça. Faut trier les cartes parce que selon l'extension avec laquelle tu joues, tu vas pas mettre tous les projets. Enfin, c'est pas. Voilà, ça fait partie d'un malus. Ça fait partie d'un des. Tous tes jetons ils volent. C'est ça. Alors nous, le choix qu'on a fait d'ailleurs sur ce genre de choses, c'est que toutes les cartes qui ne sont pas absolument liées à l'extension en question restent dans le jeu de base. On n'enlève pas toutes les cartes de l'extension Colonie sous prétexte qu'on joue pas avec Colonie. Du coup, du moment que la carte, parce qu'il y a des cartes projet qui sont indépendantes de l'extension, qui rajoutent juste des types de mais les flotteurs, des avantages, les flotteurs on les enlève parce qu'on n'a pas Venux Next. Mais je sais pas, je pensais aux poissons, je sais plus comment ils s'appellent. Les trucs. Oui, d'accord. Ok, non, mais je sais ce que tu veux dire. Ce que tu peux faire, c'est garder les cartes qui n'ont pas ensemble. C'est peut-être aussi les designers, ils ont essayé de rééquilibrer à chaque add-on leur jeu de base aussi en rajoutant des cartes. Je pense. Des badges sont représentés. Tout à fait. Ce genre de choses. Ok. Pour terminer, il y a une variante Legacy qui est en cours de création. Donc Legacy, ça veut dire qu'en gros il va y avoir une évolution du plateau, des trucs au fur et à mesure des parties, et qui est prévu. Des trucs dans le jeu, quoi. On sait pas trop sous quelle forme ça va être, mais probablement comme Pandémie Legacy et compagnie. Putain, j'ai redit Pandémie, il y a un mec qui s'est levé et qui est prévu de sortir 2020-2021, probablement plus l'an prochain. Donc ça c'est la suite de Terraforming. Donc je pense que Turmoil était vraiment la dernière extension du jeu qu'on connaît aujourd'hui. C'est bon pour vous, quelque chose à Merci ajouter pour cette nouvelle, c'est intéressant. Voilà, pas de souci. Comme ça, il y a de l'info dans notre truc. On est parti sur le... Je pense qu'on a terminé pour Terraforming, c'était bien complet. Et on va passer au One Game qui est un peu particulier aujourd'hui. Je vais lancer une espèce de musique étrange et vous verrez après de quoi on va parler pendant quelques minutes. Alors Alexandre, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Oui, World of Horror. Alors c'est un petit jeu que j'ai trouvé récemment. Donc c'est un jeu vidéo, ce n'est pas un jeu de plateau. Néanmoins, les amateurs d'horror Arkham retrouveront la logique. C'est un jeu qui mixe. Alors comment on peut dire ça ? Du Cthulhu avec vraiment le même type de base de jeu de rôle qu'on a sur Arkham. Les films d'horreur japonais des années 80 et les jeux avec un bit de couleur, c'est-à-dire en noir et blanc de la fin des années 80 sur micro-ordinateur. Et ce qui fait excusez-moi, vous pouvez me rappeler le nom du jeu parce que du coup on l'a pas entendu. Of Horror. World, donc le monde of Horror. Donc le monde de l'horreur. C'est assez bien foutu. C'est un jeu. C'est vraiment. Il faut vraiment le voir comme une version un joueur RPG d'une aventure hors Arkham. Donc t'as une trame logique, t'as des investigations, t'as des lieux donnés, et en fait tu vas te balader de lieu en lieu et faire popper des événements aléatoires et devoir prendre des décisions, devoir faire des lancers de dés en correspondant à tes différentes
tes différentes caractéristiques. T'as les mêmes caractéristiques que le truc de Cthulhu, une petite phase de combat aussi qui est assez bien foutue. Un inventaire. Et une logique vraiment, une ambiance, bon on a entendu une partie de la BO du jeu, mais une ambiance vraiment film d'horreur japonais complètement what the fuck, et ce truc micro-ordinateur noir et blanc qui est du meilleur aloi. Il y a un petit côté point and click un peu quand même, parce qu'il y a des décors où on peut fouiller un peu des choses. Alors ils ont eu effectivement pas mal d'idées, tout est pas... Il y a quelques petits scénars qui ont... Alors en fait le principe du jeu, c'est qu'il y a une grosse trame de scénario, et chaque scénario est segmenté en 5 petites histoires qui elles changent en fonction de la partie. Donc en gros on va avoir par exemple un scénar qui va être regarder ce qui se passe dans la ville avec les anciens qui se réveillent, un ancien qui se réveille, et il y aura 5 mystères à faire, et ces 5 mystères à chaque partie vont changer. Donc ça peut être il y a une boutique de ramen qui vend des ramen qui font qui ont une folie presque meurtrière des gens pour aller bouffer là-bas, et on se demande du coup d'où ça vient. Et donc t'as une ambiance vraiment, si tu veux, du jeu d'horreur, mais du jeu d'horreur vraiment old school, avec du dessin. On n'est pas du tout dans les jeux actuels où on est sur quelque chose qui est surreprésenté, mais vraiment plus dans l'horreur un peu plus à la fois cheap, mais en même temps plus cohérente avec cette histoire d'appel de Cthulhu et de choses un petit peu innommables, un peu c'est de un jeu qui est en anglais, non? C'est un jeu qui est en anglais. C'est un jeu full en anglais, qui est suffisamment austère dans ses graphismes pour, on va dire, titiller l'imagination. Enfin bon, donc voilà, pour un petit clin d'œil à Nicolas qui nous écoute peut-être, et qui nous écoutera sûrement. Et à des référence et à tous les fans de l'univers de Lovecraft. Du Japon. Et du Japon. C'est vrai que ça ressemble à une sorte de visual novel, mélangé à un jeu de rôle, mélangé à une sorte de jeu de point and click. Ouais, c'est une sorte de RPG, mais qui en même temps roguelite, qui en même temps jeu d'horreur. C'est un mélange, mais qui est pour l'instant assez bien foutu. Toujours en early access pour l'instant, qui n'est pas sorti, mais qui est pas sorti. Regardez, justement, je regarde les graphismes, le jeu et tout, c'est vrai que c'est $14, je crois 14 €, c'est accès anticipé. Ouais. Ça donne vraiment envie de cliquer sur j'achète là, tu vois. Moi j'ai sauté un petit peu. Alors vous avez pas mal de joueurs qui ont fait des tests dessus et qui ont fait déjà des streams dessus sur l'early access. Moi j'avoue que j'ai cliqué un petit peu sur un instant de folie, et pour l'instant je ne le regrette pas. Après il faudra voir la grosse question du jeu, c'est sa rejouabilité, et pour l'instant vu qu'il y en a dans l'access, j'ai pas encore. C'est un certain nombre de scénarios. Après, peut-être faire 1 ou 2 fois chacun. Voilà. Oui, voilà. Mais là pour l'instant, si tu veux, j'ai déjà fait 3 parties standards, donc 3 fois la même trame. J'avais 5 mystères, donc j'ai eu sur les 15 mystères, j'en ai eu 13 de différents, quoi, pour l'instant. Ah, c'est assez solide. Donc pour l'instant ça marche plutôt bien. Il y a une date de sortie version finale. Je ne crois pas. Là, je ne l'ai pas vu, en tout cas pour l'instant, ça a déjà un peu... J'ai pas rencontré de bug. Comme pas mal de jeux en early access, je pense qu'on peut envisager une bêta dans 5 ou 6 ans. Après il m'a l'air quand même déjà bien abouti, et a priori le moteur vu ce qu'il a fait est déjà solide, et je pense que maintenant c'est ajouter les histoires, ajouter les scénarios et tout, sachant que comme je disais je crois que il y a une trame principale qui est pour l'instant dessus, on aura sans doute plusieurs sur les petits mystères qui vont popper et les différents lieux. Je crois que tu dois en avoir peut-être une 50aine quand même, donc t'as de quoi rejouer de manière sympathique là-dessus, quoi. Voilà, World of Horror. Donc on arrive. Merci Alexandre. Donc une fois n'est pas coutume, un peu de jeux vidéo, parce que faut un peu varier les plaisirs quand même. on n'est pas sectaire. Et au prochain numéro, on parlera du Uno. Oui, ainsi que le Scrabble. Et voilà. Une sorte de jeu de lettres. Alors, draft ou pas Uno? Ça fera demander aux enfants qu'on invitera. C'est chaud. Je trouve que ça a peu d'impact sur le jeu. Merci à tous les 4, Alexandre, Xavier, Clément et Valentine pour ce beau numéro. On se retrouve très vite pour le prochain numéro. Un mois.
Ouais, un truc comme ça. Je pense qu'on en enregistrera d'autres entre-temps parce que j'ai des choses à faire assez vite, mais on les diffusera quand même chaque mois. Donc le prochain numéro sera dans un mois, c'est sûr. Voilà, ça c'est promis. Enfin, je fais des promesses. Je suis fou. Quel homme politique, ça c'était en mal. Ça c'était en mal. Valentine Clément, merci d'être venu. Merci. Merci à tous les deux. Et une prochaine, j'espère. Avec plaisir. Eh ouais, bah vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez, vous frappez. Tout à fait. Quand vous voyez de la lumière, vous pouvez venir. Pour la quarantaine, c'était pas hyper sympa, mais il y avait des destinations plus cool. J'espère avoir la chance pour la prochaine fois. Mais ça se trouve, on n'aura rien d'autre Pour la à faire cinquantaine. que d'enregistrer des numéros, hein, parce que là, on est quand même bloqué pour quelques jours. Ok, merci à tous. Bonne fin de soirée, bonne journée. C'est ça qui est bien avec le podcast, on peut dire ce qu'on veut. Bon week-end et à bientôt. Salut. Salut. Ciao. En guise épilogue, je voulais vous recommander deux choses supplémentaires. Le disque de Pierre Génin, Cana Sucriste, le frère de Guillaume, qui a avec son groupe IOK sorti un EP qui s'appelle Décalage vers le rouge. En plus, cette référence de phénomène d'astrophysique, c'était pile poil dans le thème. Vous le trouvez sur Deezer, Spotify, donc cherchez i.o.k, on le trouve tout de suite. Si vous aimez les choses un peu planantes avec une belle guitare et une super ligne de basse, c'est quelque chose à écouter, puis n'hésitez pas à lui faire des retours, je pense que ça lui fera bien plaisir. Également le podcast La Route du Ciné Club, dont on a produit le premier numéro en janvier, où on parle du dernier Star Wars. Donc on parlera, donc à chaque fois on évoquera un film qu'on regarde juste avant le numéro, et donc on essaye d'avoir un avis mi-éclairé, un peu à chaud sur ce qu'on vient de voir.